Bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, le monde semble osciller entre compromis fragiles et réalité brutale. À Kiev, les négociations sur le Donbass donnent le vertige. Washington propose une zone économique libre. Moscou avance ses pions et Zelensky tente de ne pas se faire piéger dans un plan de paix fondé sur la foi plutôt que sur les faits. À Bruxelles et dans plusieurs capitales européennes, l'OTAN alerte. La Russie n'est pas seulement agressive, elle se restructure, se militarise et teste la patience de l'Occident. De l'autre côté de l'Atlantique, à Washington, la Réserve fédérale américaine défend son indépendance face aux pressions politiques, tandis que le déficit commercial américain fait illusion et ne reflète qu'une économie partiellement figée. Enfin, à Paris, le gouvernement tente de faire passer son budget avant la fin de l'année dans un exercice de survie politique digne d'un thriller parlementaire. Kiev, Volodymyr Zelensky a dévoilé la dernière trouvaille américaine, une zone économique libre dans le Donbass à condition que l'Ukraine retire ses troupes. Une sorte de compromis façon Washington, vous reculez, les Russes restent où ils sont et on espère qu'ils ne bougeront pas. Autrement dit, un plan de paix construit sur la foi, pas sur les faits. Évidemment, Zelensky s'étrangle, sans garantie béton, la zone libre risque surtout d'être libre pour les Russes. Mikhailo Podolyak le confirme au Monde que Kiev serait prête à accepter une zone démilitarisée, ce qui est un geste majeur, mais à condition que Moscou recule également. On parle de symétrie, pas d'un retrait en solo. Et pendant que les négociateurs jonglent avec les cartes, Moscou revendique la prise de Syrvetsk. Une annonce aussitôt démentie par Kiev, mais qui rappelle que la Russie mène sa propre diplomatie, la diplomatie du fait accompli. Et dans le même temps, Washington propose un retrait russe au nord, mais un statu quo au sud, une géographie donc à la carte qui aurait fait sourire si elle ne concernait pas seulement une guerre réelle. L'actualité, elle, ne ralentit pas. Un garde national tué à Kiev, 4 blessés, 2 engins piégés, et pendant ce temps, l'Union européenne transforme le gel des avoirs russes en dispositif permanent. Un geste politique fort, certes, mais qui n'arrêtera pas une seule salve d'artillerie. Et pour compléter le tableau, le Comité international olympique remet les athlètes russes dans les compétitions juniors, comme si le sport pouvait servir d'écran de fumée à la guerre. Au final, tout tourne autour de la même question. Même si Kiev et Washington accouchaient d'un compromis, Poutine le respectera-t-il ou continue-t-il simplement de laisser filer l'hiver en attendant que la fatigue politique fasse le travail ? Et pendant que Kiev et Washington tentent de construire une paix sur un fil, l'Europe, elle, continue de découvrir la réalité stratégique comme on découvre une facture oubliée au fond d'un tiroir. C'est précisément là qu'entre en scène Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui, à Bruxelles, est bien décidé à refroidir les ardeurs diplomatiques du moment. Selon lui, les hausses de dépenses militaires annoncées un peu partout, c'est bien, souffle-t-il, comprendre, c'est sympathique mais insuffisant. L'OTAN n'a pas acheté de sécurité durable, seulement un peu de répit. Or, dans plusieurs capitales, on confond déjà rebond budgétaire et bascule géopolitique, comme si aligner quelques dixièmes de PIB suffirait à faire reculer Moscou. Car Rutte ne prend pas de pincettes, la Russie est désormais, je le cite, plus effrontée, imprudente et impitoyable, pas juste agressive en fait, elle est désormais structurée, réorganisée et déterminée. Elle a militarisé son économie, consolidé ses partenariats tactiques avec la Chine, la Corée du Nord et l'Iran et inscrit la guerre dans sa trajectoire de puissance et de croissance. Son pari stratégique reste inchangé, l'Occident se fatiguera avant elle. En agitant le vieux spectre réganien de l'empire du mal, Rutte ne fait pas que du théâtre, il explique que Poutine ne poursuit plus une logique territoriale, mais une logique impériale, normes, influence, zone grise. Et ces stratégies-là ne se gèrent pas à coups de compromis graduels. Elles se contiennent par la contrainte, pas par les communiqués prudents. D'où sa provocation. Pour lui, Trump serait le seul capable de faire venir Poutine à la table. Est-ce cynique ? Évidemment oui, mais c'est surtout cohérent. Le Kremlin redoute davantage l'imprévisibilité trumpienne que les procédures bruxelloises. En parallèle, l'UE verrouille le gel durable des avoirs russes, un saut qualitatif, enfin, certains diront, mais Rutte en filigrane décrit un paysage limpide. L'OTAN s'inquiète, Moscou avance et l'Europe comprend, un peu tard, que la géopolitique n'est pas un marathon civilisé, mais une épreuve d'endurance où seule compte la capacité à durer.
Et pendant que l'Europe tente de comprendre qu'elle joue un match d'endurance, de l'autre côté de l'Atlantique, un autre spectacle se joue, celui d'une réserve fédérale obligée de défendre son propre fonctionnement. Car à Washington, on ne parle plus seulement de politique monétaire, on parle de survie institutionnelle. Le Conseil des gouverneurs de la Fed vient ainsi de reconduire à l'unanimité 11 présidents de banques de réserve locales pour 5 ans, un rituel normalement aussi fade qu'un rapport trimestriel d'une PME slovène, sauf que cette année, rien n'est fade. La raison, Donald Trump, bien décidé à transformer la Banque centrale en bras opérationnel de sa stratégie électorale, a commencé par une pression répétée pour forcer la baisse des taux, ce qui devait être un simple exercice administratif est donc devenu un test de stress institutionnel. L'affaire Lisa Cook, cette gouverneure, rappelez-vous que Trump a tenté d'évincer avant d'être stoppé par les tribunaux, a envoyé un signal clair, la Maison-Blanche pourrait chercher à bloquer toute reconduction pour reprendre la main sur la machine monétaire. Un scénario qui, à Wall Street, se lit comme un thriller financier de série B, avec des conséquences bien réelles. Ironie du sort, 3 des 7 gouverneurs qui ont voté la reconduction ont été nommés par Trump lui-même. Mais l'orthodoxie monétaire résiste encore, au moins pour l'instant. Quant au président de la Fed d'Atlanta, Raphaël Bostic, il a choisi la sortie avant que l'ambiance ne tourne au règlement de compte interne, évitant d'avoir à répondre pour ces écarts en matière de règles financières, puisque, rappelons-le, ces présidents jouent un rôle clé dans le FOMC, la table où se décident les taux d'intérêt américains. Un système conçu pour résister aux ingérences politiques et qui se retrouve désormais testé comme jamais. Bref, pendant que Moscou teste la patience occidentale, Washington teste la solidité de ses propres institutions. Dans les deux cas, l'endurance restera la clé. Et pendant que la Fed tente de survivre aux pressions politiques façon jeu de massacre, voilà que le calendrier statistique offre à Donald Trump un cadeau de Noël inespéré, un déficit commercial américain en chute à 52,8 milliards de dollars en septembre. De quoi lui permettre de bomber le torse et de répéter son mantra préféré, la stratégie tarifaire fonctionne. Sauf que, dès qu'on soulève le capot, c'est moins une victoire économique qu'un simulacre comptable. Le moteur fait un bruit suspect et ce n'est pas un V8 mais plutôt un vieux moteur de tondeuse. Pour comprendre l'illusion, il suffit de regarder les 9 premiers mois de l'année. Le déficit cumulé reste 17% plus élevé qu'en 2024, conséquence des surstocks massifs constitués par les entreprises avant l'entrée en vigueur des tarifs. Autrement dit, ce qui semble être un succès n'est en réalité qu'une manipulation du calendrier et des chiffres et pas un rebond structurel de l'économie américaine. Cette logique se confirme d'ailleurs dans le détail. Les exportations atteignent 289,3 milliards de dollars, en hausse de 1,5%, tandis que les importations, elles plafonnent à 342,1 milliards de dollars, ce qui correspond à une hausse de seulement 0,2%, des importations bridées par les droits de douane. En pratique, le solde s'améliore surtout parce que la machine tourne au ralenti. Les exportations d'or ont certes pris 12% et celles des médicaments 7%, mais elles sont tirées artificiellement par les chiffres, puisque l'électronique, lui, recule de 4%, signe soit d'une relocalisation naissante, soit d'un consommateur américain épuisé. Les biens de consommation, eux, progressent encore, mais seulement de 2%, alimentant un risque inflationniste latent. Mais la véritable conséquence se joue sur le plan géopolitique. Cette contraction du déficit ne fait pas de Washington un champion du commerce mondial, elle redistribue seulement les cartes. Chine, Europe et ASEAN réorganisent leur chaîne de valeur, tandis que le Mexique et le Vietnam captent les flux détournés, devenant des plateformes incontournables pour le marché américain. Bref, est-ce une victoire comptable ? Oui. Une victoire stratégique ? Non. Trump peut fanfaronner, mais le jury mondial reste, lui, impassible. Je n'en sais strictement rien. Ce député macroniste, mercredi 11 décembre, incarne à lui seul le flou général. Comment le Cornu fera-t-il faire passer le PLF 2026 avant la fin de l'année ? Les enjeux dépassent le simple chiffre budgétaire. Il s'agit d'un test de survie politique pour la majorité, coincée entre opposition déterminée et calendrier parlementaire serré. Aujourd'hui, 12 décembre, le Sénat scrute le projet de loi de financement de la sécurité sociale en nouvelle lecture, flirtant avec une motion de rejet pour un vote décisif à l'Assemblée nationale prévu le 16 décembre prochain à minuit pile. Sinon, ordonnance en vue, plus tendue
que le PLFSS adopté à 13 voix près, le PLF cristallise toutes les lignes de fracture. Benjamin Lucas pour Europe Écologie Les Verts parle, je le cite, de désaccords insurmontables. Le PS, lui, refuse tout compromis sur la fiscalité. Les écologistes restent frileux. Le Sénat, de son côté, réécrit le texte, multipliant les décalages et les contradictions avec l'Assemblée nationale. Chez Ensemble pour la République, on tente de masquer le chaos. Gabriel Attal a pressé Amélie de Montchalin sur le calendrier et elle esquive habilement 49.3, ordonnance, officiellement, non officieusement. Tout reste sur la table. Le Cornu, lui, réaffirme viser un budget d'État d'ici le 31 décembre, mais chaque jour qui passe transforme cette échéance en baromètre de survie majoritaire plutôt qu'en simple procédure législative. La commission mixte paritaire du 19 décembre devra tenter de concilier l'inconciliable, sinon navette parlementaire en janvier et possibilité d'une loi spéciale pour maintenir les finances publiques. Chaque vote, chaque amendement devient désormais un instrument de manœuvre politique, un outil pour maintenir la majorité en vie. En clair, aujourd'hui 12 décembre, le suspense se cristallise. La France attend non seulement un budget, mais surtout un gouvernement capable de montrer qu'il maîtrise encore la scène politique. Et pour l'instant, ce signe se fait toujours attendre. Attardons-nous un instant sur ce que les investisseurs font suivre de près aujourd'hui. Côté macro, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Côté micro non plus, tout juste, on suivra de très près comment les investisseurs sur quoi les investisseurs préfèrent miser, plutôt sur le discours dovish du président de la Réserve fédérale américaine qui anticipe au moins une baisse de taux en 2026, ou bien au contraire, les risques de nouveau ressurgissants de crainte autour d'une bulle spéculative de l'IA. Il semblerait que, en tout cas à l'ouverture, les investisseurs aient fait leur choix et c'est plutôt le discours dovish du président de la Réserve fédérale américaine qui est privilégié, modélisé. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier et en Europe. Les principaux marchés ont repris des couleurs après plusieurs séances sans saveur, portées par la réduction de 25 points de base du taux de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs restent toutefois prudents face aux valorisations élevées des géants de la tech américaine, amplifiées par leurs investissements massifs et notamment ceux d'Oracle dans l'IA. À Paris, le CAC 40 a gagné hier 0,79%, Francfort s'est adjugé 0,68% et Londres s'est étoffé de 0,49%. Aux États-Unis, Wall Street a connu une séance contrastée. Le Nasdaq a reculé de 0,25%, pénalisé par Oracle, dont le titre s'est pris les pieds dans le plancher du CLAD, moins 10,8% hier, et puisque les résultats trimestriels ont été jugés doucement et l'augmentation massive de ses dépenses en IA ont coûté 70 milliards de dollars hier de capitalisation. Nvidia a cédé 1,55%, Broadcom a perdu 1,6% et Micron a perdu près de 2%, reflétant les inquiétudes donc sur la rentabilité des investissements dans l'IA. En revanche, le Dow Jones a pris 1,34%, le S&P 500 0,21%, atteignant de nouveaux records portés par l'assouplissement monétaire de la Fed qui a baissé ses taux dans la fourchette 3,5-3,75% et aussi grâce aux résultats solides d'Adobe et de Disney bénéficiant d'un partenariat stratégique avec OpenAI. Enfin, les prix du pétrole ont fléchi hier malgré des propos optimistes de Volodymyr Zelensky sur des négociations constructives avec Washington. Les discussions portent sur le contrôle de Donetsk pour lequel les États-Unis réclament un maintien russe et sur le statut de la centrale de Zaporizhzhia avec à la clé un possible allègement des sanctions contre la Russie. La Russie, je vous le rappelle, troisième producteur mondial. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'offre mondiale a par ailleurs légèrement reculé en novembre, surtout à cause de la baisse des exportations russes qui ont rapporté près de 11 milliards de dollars au Kremlin, mais c'est 3,6 milliards de dollars de moins qu'il y a un an. Sur ces volumes, si ces volumes revenaient sur le marché, ils renforceraient un excédent déjà marqué, les stocks mondiaux étant à leur plus haut niveau en 4 ans. Dans le même temps, les États-Unis multiplient sanctions et saisies de pétroliers vénézuéliens comme le Skyper, transportant 1,9 million de barils, accentuant ainsi la pression sur le président vénézuélien Nicolás Maduro, mais cet effet pour les opérateurs reste secondaire face à la surabondance globale. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février a perdu 1,49% à 61,28 $, son équivalent américain. Le baril de WTI pour livraison janvier a reculé de 1,47% à 57,60 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 12 décembre. Et juste après, comme convenu, nous retrouverons Antoine Quesada qui va nous expliquer quel va être le pari ce matin des investisseurs sur le CAC 40 et s'il est de nature éventuellement à le regarder de nouveau de très près. À tout de suite sur T.